Bienvenue à Francophonie Amérique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un créateur d'un type nouveau. Un individu qui a décidé de lâcher le travail qu'il faisait avant pour devenir maraîcher. Bienvenue à Laurent Da Silva. Laurent, assis-toi. Bonjour, On va dire Richard. tout de suite, oui, on va dire aux gens ici déjà que nous nous connaissons depuis quelques temps. Bonjour tout le monde. Et quelques années. Mais ce que je ne savais pas, c'est le changement de carrière que tu viens d'opérer, qui est assez exceptionnel. Je vais d'abord mentionner que le fait que tu as fait des études en économie, Tout à fait. c'est-à-dire plus précisément... En économie à HEC Montréal en 2009. quoi, c'est une maîtrise? C'est une maîtrise en économie, oui. OK. Et tu t'es pas contenté de ça, tu as décidé d'aller plus loin parce que l'environnement, l'écologie, ces choses-là t'intéressent beaucoup et tu as fait d'autres études par la suite. Exactement. Ben, en fait, c'était tout à fait dans ma trajectoire, si on veut, professionnelle et d'intérêt. Oui. C'est-à-dire que j'ai toujours eu une passion pour l'environnement depuis ma tendre enfance, là, vraiment. Puis en économie, j'avais comme perdu cette connexion-là. Puis ça faisait juste pour moi du sens de retourner étudier en environnement. C'était complètement naturel. Alors, finalement, tu avais trouvé différents emplois, on t'a même vu passer à la télévision, tu as été interviewé. Et puis, dans un cadre, tu travaillais dans quel cadre avant? Donc, je suis devenu un économiste en changement climatique. J'ai travaillé 5 ans chez Uranus. À la fin, je m'occupais d'une équipe de 5 économistes. Donc, en fait, ce qu'on essayait de faire, c'était vraiment quantifier la valeur des impacts des changements climatiques sur la société québécoise. Mais aussi d'aider les gouvernements, les entreprises à prendre les meilleures décisions en regardant les différentes options d'adaptation. Puis c'était quoi les options qui semblaient les plus avantageuses d'un point de vue économique. Donc j'ai fait ça pendant 5 ans. Beaucoup d'analyses. Il y avait de la création là-dedans. Il y avait de la création. C'était de la création qui était... Sur papier, est-ce qu'on peut dire? Intellectuelle, sur papier. Sur papier, vraiment. Oui, OK. C'était comme de prendre une masse de données, d'informations, de les analyser, oui, puis de créer, dans le fond, un rendu qui pouvait aider à la prise de décision. C'était vraiment ça l'objectif. C'est une forme de création qui est plus scientifique, on va dire. Ouais. Okay. Puis après mes années chez Uranus, j'ai travaillé au Fonds de solidarité. J'étais pas économiste comme tel. Mon objectif, mon mandat plutôt, c'était vraiment d'accompagner le fonds pour réorienter le portefeuille. Dans quel sens? Dans le sens vers l'environnement? Oui, c'est-à-dire d'aider le Fonds de solidarité à investir dans des entreprises qui génèrent, oui, un rendement financier, mais un rendement social et un rendement environnemental en même temps. C'est-à-dire des entreprises qui, au cœur, si on veut, de leur modèle d'affaires, c'est de régler des enjeux comme lutter contre les changements climatiques, réduire la pollution atmosphérique, nettoyer les cours d'eau au Québec ou ailleurs, aider les populations vulnérables, nourrir les personnes qui n'ont pas accès à la nourriture. Tu avais un poste enviable, hein? Je veux dire, tu as travaillé fort, tu as étudié longtemps pour arriver à ce poste-là. Ouais. Mais là, tu t'es posé des questions à un moment donné. Quel genre de questions tu t'es posé pour décider de changer? Parce que c'est ça dont on va parler. La création t'a amené à changer de domaine. Oui, bien, je me posais des questions dans la mesure où j'ai toujours voulu créer un impact à travers mon métier. Mon travail devait faire un sens, c'est-à-dire celui de créer un impact positif autour de moi, puis idéalement sur le terrain. Quand j'ai travaillé chez Uranus, j'étais quand même loin du terrain, mais en même temps, on travaillait avec des acteurs relativement concrets, là, des municipalités, des entreprises publiques. Et donc, au fur et à mesure que j'ai évolué dans ma vie professionnelle, j'ai comme perdu ce contact de terrain, puis mon travail faisait plus de sens, c'était plus concret, j'étais plus capable de créer un impact positif réel sur le terrain. En tout cas, tu ne le sentais pas. Je le sentais pas. Fait que la question que je me posais, pour revenir à ta question, c'était celle, comment est-ce que je peux prendre un virage ou amorcer quelque chose qui me permettait justement d'avoir un impact qui était plus grand. Parce que j'avais le savoir, mais j'avais pas la capacité ou j'avais pas la mécanique pour pouvoir créer le changement. Donc, tu as décidé d'un changement, on peut dire radical? Radical, mais pour moi, c'était pas radical, c'était vraiment dans la poursuite des choses. Ça me fait C'était radical pour la plupart de mon entourage et pour mes patrons. Oui. OK. Mais finalement, tu ne le regrettes pas, parce qu'il y avait un problème. On va parler de pensée positive déjà. Ouais. Tu peux aller un petit peu plus loin sur ce sujet, parce que tu voulais améliorer
un peu ce qui se passait au niveau de ta pensée vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'environnement? Oui. Bien, je suis toujours quelqu'un d'optimiste par nature. Par nature. Oui. Je suis né comme ça, ça ne va jamais changer. Mais j'étais rendu à un endroit où ma capacité à justement générer l'impact, on en parlait tantôt, était limitée puis était incapacitante. Puis ça m'amenait beaucoup de pensées négatives. Donc, je voyais encore l'espoir, puis je voyais le potentiel, mais c'était loin, puis c'était vraiment toujours des obstacles et tout ça. Donc, revenir sur le terrain, c'était une façon vraiment de revenir vers un état d'esprit qui était positif, puis une capacité créative, oui, qui était positive puis concrète. Est-ce que tu n'avais plus l'impression de grandir quand tu étais dans ton ancienne trajectoire? Non. Alors là, il s'agissait vraiment de te retrouver dans quelque chose, redonner un sens plus profond à notre quotidien? Oui. Bien, en effet, écoute, le travail que je fais pour les spectateurs, en fait. On devrait en parler, là. Tout à fait. Donc, mon travail, je suis assistant maraîcher à la ferme aux Trois Petits Bois, qui est située à Oka. Mon travail quotidien, en fait, c'est de m'occuper des végétaux. Et en particulier les végétaux qui produisent des fruits ou des légumes. Et cette ferme-là, mentionnons-le, produit des paniers. Des paniers biologiques. Oui. Donc, c'est une ferme ce qu'on appelle en bio-intensif. Donc, on cultive sur petite surface 40 différents types de légumes. Et puis, on nourrit en fait 80 familles cet été à travers des paniers biologiques qui sont livrés à 3 points de chute, donc 2 à Montréal puis 1 à la ferme. Donc, on a un contact direct et honnête. Est-ce que c'est toi qui se rends toi-même porter? Oui, à toutes les semaines, le mardi. Donc, je suis au champ le reste de la semaine, puis le mardi après-midi, on rencontre les abonnés. Et c'est vraiment, on se parlait d'un sens profond pour moi. Je ne peux pas être plus privilégié de nourrir 80 ménages, 80 familles à toutes les semaines avec des fruits et des légumes qui sont cultivés de manière vraiment saine, durable, puis avec aucun intrant chimique. Il y a 0 intrant chimique, ça implique beaucoup de jus de bras, puis beaucoup de travail. On va le voir à la fin de l'émission. Ouais, on va le montrer comment tu utilises cet instrument que tu appelles une lunette sur roue. Sur roue. C'est un instrument qui est fort utile, même si on est sur petite superficie. Oui. La mauvaise herbe, il y en a beaucoup. Donc, ce serait redondant de dire que tu cherchais à te sentir utile. Tu le sens vraiment quand tu rencontres. Tu as des commentaires des gens quand tu remets tes paniers? Vraiment. Qu'est-ce que les gens te disent? Les légumes sont savoureux. Combien de fois ils nous disent, c'est pas comme à l'épicerie, c'est tellement plus goûteux, c'est plus sucré, c'est frais, c'est croquant, les textures, les saveurs sont plus franches. Puis ça, il y a la fraîcheur des aliments, mais aussi, je pense, toute la façon qu'on cultive. Vous cultivez quoi, en gros, ici? Peux-tu me nommer quelques-unes de tes productions? Tomates, poivrons, de l'ail, des oignons, des pommes de terre, des pommes de terre, des ravioles, des choux, des radis, des betteraves. Tout ce qui couvre, en fait, tous les légumes qu'on connaît, là, qui sont quand même communs, ceux qui peuvent pousser dans les Vous avez même des fruits, la cantaloupe, tu me disais? Cantaloupe, melon d'eau, ça pousse aussi au Québec. Oui, moi je pensais que ça venait des pays chauds. Là, tu m'apprends que ça vient d'ici. Bien, ça ne vient pas nécessairement d'ici, mais on peut le cultiver avec nos étés. On a une saison qui le permet maintenant. Tout à fait. Okay. Et de ce point de vue-là, toi, tu as dû découvrir des légumes que peut-être tu mangeais moins ou moins souvent. Tout à fait. Vraiment, écoute, j'en ai plein mon frigo, là. Mais des ravioles, c'est quelque chose qu'on connaît moins, qu'on ne trouve pas nécessairement à l'épicerie. Légumes super goûteux, frais, croquants, vraiment intéressants, mais il y en a d'autres. Mais soyons terre à terre un peu, là. Quand tu travailles dans les champs ici, là, c'est pas facile, là. Tu te penches, tu ramasses, tu désherbes. Raconte-nous un peu le quotidien physique là, de ce que tu fais. Ben, c'est ça, tu disais, bon, tu as découvert sûrement des légumes, j'ai découvert aussi certains muscles que je pensais qu'ils n'existaient pas. Donc... tu es plus en forme. Moi, j'ai 10-12 ans de travail derrière un bureau. Les premières journées, c'était éreintant, mais oui, c'est beaucoup de travail à 4 pattes, penché, en petit bonheur. Puis on a quelques livres en moins, un petit peu plus de muscles. En forme, en tout cas. En forme, oui. Tu l'as bien dormi. Bronzé comme ah un oui, ben oui. Faut pas ôter le t-shirt parce que c'est blanc dessus. Ah oui, mais en plus, tu pourrais prendre un bon coup de soleil ici. Oui, il faut se crémer. Ah oui.
Alors, quelque part, ton inventivité que tu utilisais dans les bureaux, ça doit servir ici un peu. Est-ce que, quelque part, tu as senti que tu pouvais l'être ici, à long terme peut-être, utiliser ta créativité dans la production maraîchère? Oui, mais je dirais, à l'inverse, dans mon travail de bureau, j'étais en quelque sorte la personne qui faisait preuve de créativité. Aujourd'hui, je suis un témoin privilégié de la créativité de la nature. Mais c'est comme, il y a vraiment une boucle de rétroaction entre la nature et moi. Ça vient m'alimenter dans mon travail de bureau parce que je ne l'ai pas complètement quitté. Et ça vient m'aider à voir les interactions entre les humains et les organisations et la nature de manière vraiment différente. Je suis témoin de la manière dont la nature interagit entre les légumes. On pourrait imaginer du compagnonnage, des légumes qui vont s'entraider entre eux pour croître de manière plus optimale. On est aussi témoin de fatalité, des fois, du gel qui va tuer certains plants. Est-ce que c'est arrivé pendant que tu étais ici? Oui, on a eu 2 gelées, sinon 3. Si imprévu complètement, j'imagine? Bien, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y en a qu'on ne pensait pas qu'il allait geler, puis on est dans un petit microclimat. Finalement, ça a gelé, on a perdu plusieurs planches de culture. On a eu une neige au mois d'avril qui était pas du tout prévue. On a eu une mini tornade qui a passé juste ici dans le corridor ici. On a eu une inondation dans la serre. Écoute, on a tout eu ici. Là, fait que ça, c'est peut-être pas la créativité comme telle, mais on subit les aléas, si on veut, du climat. Puis il faut faire preuve d'imagination. Mais j'allais te le demander, justement, à cause de la nature, dont tu vas nous parler dans quelques minutes, l'impact, tout ça. Il y a des insectes, et comme vous êtes bio ici, comment vous faites pour régler ça? Donc, on n'a aucun pesticide ni insecticide qui est utilisé. Ni fongicide. Ni fongicide. Donc, il n'y a aucun intrant chimique qui est utilisé dans les champs. Donc, des fois, les insectes ils vont prendre leur part, comme ils ont droit à leur part eux aussi. En fait. Donc, dans certains cas, c'est pas problématique. Les légumes, ils vont manger la feuille ou ils vont pas s'attaquer nécessairement aux légumes comme tels. Puis, il n'y a pas d'enjeu. On va les laisser prendre leur part du gâteau, si on veut. Mais dans d'autres cas, c'est vraiment, ça vient affecter la qualité du légume qu'on ne pourra pas vendre finalement ou on ne pourra pas donner à nos abonnés. Donc, on va les couvrir avec un filet. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec des légumes qui sont un peu... On les mange, nous. OK. Ou on les donne, on peut les donner à des organismes? Oui, des organismes, exactement. Ouais. Au loin, on peut voir, là, on ne le voit peut-être pas à l'écran, il y a des filets. Vous avez installé des espèces de filets de protection. Ça fonctionne assez bien, apparemment? Ça fonctionne très bien. Si on le met à temps. Donc, par exemple, si les insectes ont déjà pondu des œufs, il est trop tard. Parce que là, on va juste les emprisonner dans le buffet chinois, là, si on peut dire. Fait que ça, on veut pas ça. Fait qu'il faut quand même agir de manière préventive si on utilise des filets et avoir comme un bon timing, anticiper un peu l'arrivée des insectes. Donc, si on conclut par rapport à ton travail physique ici, il y a du désherbage, tu dois faire du plantage aussi? Ça se résume, il y a à peu près 5 activités principales. Donc, on va préparer le terrain. Oui. Donc, préparer les buttes, ôter les roches. Et les buttes, explique ce que c'est. Une planche, c'est ce qu'on appelle une planche permanente. C'est une planche où on va cultiver sur 2 ou 3 saisons. Oui. On va garder c'est comme un rang, c'est un rang avec une butte qui est élevée à peu près de 15 à 20 cm plus haut que le reste du sol. L'idée étant de créer comme une surface qui va se drainer quand même bien. C'est-à-dire l'eau va s'écouter relativement bien, il ne va pas avoir trop d'humidité qui va rester dans le sol. Mais c'est aussi de créer un environnement qui est comme propice aussi aux organismes qui vont travailler la terre, comme les vers de terre. Donc on crée un environnement qui est propice pour eux. Puis moins on va labourer la terre, moins on va travailler la terre, plus ces organismes-là vont être capables de faire le travail d'aération eux-mêmes. Puis ils ne vont pas vivre dans un milieu qui est tout le temps déstabilisé, tout le temps brassé, qui va briser la structure naturelle du sol, et puis qui va garder un sol qui est comme aéré, puis propice à la culture, propice au développement des racines, puis tout ça. J'imagine que vous changez justement vos buts, vos rangs, vous les changez d'année à deux. On a des rotations parce qu'on ne veut pas avoir justement... appauvrir Oui, donc si on a par exemple... mettons des betteraves qui prennent plus de tel ou tel... Par exemple, on ne voudrait pas avoir 3 années de suite de betteraves parce que le sol va être appauvri sur certaines substances, par exemple. Fait qu'on va avoir des rotations qui vont
optimiser si on Il faut bien connaître, j'imagine, son domaine. Oui, c'est ça. Il y a tout un savoir autour de ça, mais on en apprend encore aujourd'hui, tous les jours. Mais c'est relativement simple, mais en même temps, c'est beaucoup d'essais-erreurs. Dis-moi, on a parlé de ton changement, on n'est pas fini sur ce sujet, puis on va en parler des minutes. Quand tu as annoncé que tu quittais ton emploi, qui est quand même assez intéressant, on va dire, il y a eu un choc avec certaines personnes. Puis raconte un peu comment ça s'est passé. Bien, il y a eu deux réactions principales. Soit les gens étaient très contents et admiratifs devant mon courage de mettre mes valeurs avant le salaire et les avantages sociaux, puis le standing même, ultimement. Oui. Donc, il y a eu des gens qui c'était ça leur attitude, puis il y a eu d'autres qui étaient carrément jaloux en quelque sorte. Peut-être pas jaloux, c'est pas le mot. Un petit peu envieux. Envieux, c'est un meilleur terme. Ou, c'est des gens qui... la plupart des gens vont partager les mêmes valeurs. C'est-à-dire, ils veulent vivre dans un environnement sain, ils veulent créer une empreinte positive autour d'eux, mais ils sont contraints par les règles de la société. Je dois avoir l'argent pour la retraite, une maison qui est grande en banlieue, justement la voiture, etc. Mais ça fait en sorte qu'ils vont peut-être pas aller au bout de leur rêve et poursuivre en fait vraiment leurs ambitions et leur volonté intrinsèque. Tu as eu la chance d'avoir une partenaire de vie qui te permet de faire ça, ta conjointe est d'accord avec ce beau projet et elle te soutient, vous vous soutenez tous les deux, c'est formidable. Tout à fait. Et je pense que c'est important aussi. Vraiment. On est partenaires là-dedans. Évidemment, il y a eu des implications financières, mais on se soutient. Puis, c'est pas non plus une catastrophe là, au niveau financier. Oui, j'étais dans un emploi qui était enviable au niveau salarial et tout ça, mais je pense que mon salaire est moindre, mais j'ai un salaire haut. Les avantages sociaux, d'une certaine manière, qui est de connecter avec les gens, puis de voir le sourire de Charlotte qui vient chercher son zucchini. Ça, c'est formidable. Qui a 4 ans, qui est toute contente parce que c'est son légume préféré. Je comprends que ça ne paye pas l'hypothèque, mais à quelque part, ça nourrit autre chose. Alors, on a fait pas mal de tour. Est-ce que tu veux nous rajouter quelque chose sur cette expérience, sur un plan plus peut-être philosophique? Oui, moi, vraiment, ce retour à la Terre, ça m'a permis de reconnecter avec ma nature intrinsèque d'humain. Je t'explique, Richard. Oui. En fait, je me suis rendu compte que l'humain est fait pour vivre les cycles. Puis c'est vraiment bizarre ce que je veux dire, mais de travailler à l'extérieur, de travailler dans une saison de culture qui a un début puis une fin. Une journée sur le champ qui a un début puis une fin, c'est tellement différent que de rentrer en réunion à 8 heures puis de sortir de réunion à 5 heures le soir, parce que le début puis la fin, c'est la même chose. C'est abstrait, mais ici, on voit vraiment, il y a un début à la saison, on va préparer le champ, on va ôter les roches, on va préparer les buts, on va mettre du compost, on va mettre de l'engrais, on va planter. Après ça, on va désherber, éventuellement on va récolter. Puis chaque légume a son timing dans la saison. Puis, il y a une création. Il y a vraiment de la création. Il y a une création. Tu crées avec la nature. Exactement. On utilise l'instrument, si on veut, artistique, c'est la nature. Puis on joue avec elle pour créer des légumes, mais aussi un paysage. Dans le fond, on est dans un paysage agricole, on est dans une toile. Ton respect pour la nature a augmenté, c'est sûr. C'est devenu un royaume pour toi. C'est un royaume. Puis j'ai beaucoup de respect maintenant aussi pour le travail agricole, je dois dire, parce que... On se rend pas compte. On se rend pas compte, mais aussi, tu sais, je me rends compte que quand on va à l'épicerie et qu'on paye une chopine de tomates cerises 4 $, ben le niveau de travail qu'il y a derrière ça, l'attention puis l'amour qu'il y a derrière ces tomates-là, c'est immense. C'est outre mesure. C'est dur à saisir la déconnexion qu'il y a entre la valeur des choses dans notre économie moderne. Ce que je veux dire par là, c'est que, sans rentrer trop dans les détails financiers, j'ai l'impression de nourrir la population et on associe, si on veut, une valeur
justement un concombre ou un zucchini ou une fleur d'ail ou une gousse d'ail, qui est X. Puis cette valeur-là, si je compare dans mon salaire actuellement, c'est comme 10 fois moins que ce que je créais avant, qui est complètement abstrait, qui est des analyses de chiffres importants pour prendre des décisions, mais qui n'a pas de connexion avec le réel, qui ne va pas nourrir les gens, qui ne va pas nécessairement amener à des conséquences concrètes et là, bénéfiques. Tu sens un peu l'impact de ton travail que tu sentais moins avant. Exact. Oui, tout à fait. Je sens un impact qui est positif et qui est concret. Puis c'est dans cette... Je poursuis vraiment cet idéal-là, même si je retourne au niveau des plus scientifiques ou académiques, des travaux académiques. C'est quelque chose qui va vraiment grounder mes travaux. Ça fait le tour un peu. Grand merci d'être venu à Francophonie Amérique. C'est un plaisir, vraiment un plaisir. On découvre des choses. On va terminer avec une présentation d'un instrument très utile que j'ai appris qui vient de France. C'est quand même un peu étonnant. Et moi, je vais enlever ça ici. Tu vas reculer ta chaise un petit peu. Puis on va terminer là-dessus. Tu vas nous montrer comment tu te sers de cet instrument qui s'appelle une binette. C'est une binette sur roue, donc c'est un instrument qui vient de France, si je ne m'abuse. Là, on ne voit plus ta tête, là. Qui sert à désherber en fait, les allées entre les planches. D'accord. Très simple, donc une roue avec une lame, OK. une lame oscillante derrière, puis on avance comme ça. Et on désherbe.